Pourquoi les familles les plus riches du monde cachent-elles leurs véritables dirigeants derrière des personnalités publiques et des politiciens que vous voyez à la télévision? Comment un groupe restreint a-t-il réussi à monopoliser la création de l'argent qui se trouve dans votre portefeuille en ce moment même? Et quel est le but réel des symboles que vous regardez tous les jours sur les bâtiments gouvernementaux, mais que vous n'avez jamais compris? Connaissez-vous les Illuminati? Je vais vous prouver que l'histoire que l'on a racontée à leur sujet est en réalité quelque chose de bien plus intelligent qu'un simple mensonge. C'est un mirage, une illusion construite au fil des siècles, couche par couche, avec un objectif clair. Non seulement cacher la vérité, mais vous faire croire que l'histoire véritable n'existe pas. C'est un tour de passe-passe, conçu pour que, en entendant le mot Illuminati, votre esprit imagine des figures caricaturales en cape, des lézards humanoïdes ou des stars de la musique faisant un triangle avec leurs mains. C'est une forteresse dont les murailles sont faites de rires et de mépris. Mais toute forteresse a un point faible. Pour comprendre ce mythe, nous utilisons l'outil analytique d'intelligence artificielle Axiom. Nous avons alimenté Axiom avec des siècles de données, archives officielles, lettres secrètes et registres financiers. Nous avons permis à sa logique froide de séparer le signal du bruit, le fait de la fiction. Aujourd'hui, nous activons le protocole Mirage. Notre mission est de percer la première et la plus importante couche de cette illusion, le mensonge historique sur lequel tout le reste a été construit. Préparez-vous. Le voyage vers le cœur de ce qui est caché commence maintenant. La version officielle nous raconte une histoire simple. 1er mai 1776. Dans la ville allemande d'Ingolstadt, Adam Weishaupt, un jeune professeur aux idées radicales, fonde une société secrète appelée l'Ordre des Illuminés de Bavière. Les objectifs semblaient nobles, comme lutter contre la superstition et l'abus de pouvoir, en cherchant une société basée sur la raison. Avec une structure inspirée des loges maçonniques, l'ordre a grandi rapidement, attirant l'élite intellectuelle de l'Allemagne. Et puis, aussi vite qu'il a surgi, tout s'est arrêté. En 1784, le souverain de Bavière, Charles Théodore, effrayé par des rumeurs de complot, a banni toutes les sociétés secrètes. Des décrets encore plus sévères ont suivi visant les Illuminati. Weishaupt s'est enfui et l'ordre a été officiellement dissous. Fin de l'histoire. Cette version officielle si commode a des failles. Nous avons demandé à Axiom de traiter cette mort soudaine. Le résultat a été très clair. La probabilité qu'un réseau aussi intelligent et motivé disparaisse sans laisser de traces était inférieure à 1%. Les simulations ont montré qu'il aurait dû y avoir une réaction, une résistance clandestine. Au lieu de cela, ce qui a suivi fut un silence absolu, antinaturel. En observant les faits, cela ressemblait moins à une défaite et beaucoup plus à un ordre silencieux de disparaître. L'ordre n'est pas mort. Il a simplement changé de peau, sa peau bavaroise, et a plongé dans l'ombre, laissant une coquille vide aux autorités. Mais pourquoi? Cela nous amène à la naissance du grand mythe. C'est à ce stade que deux figures deviennent centrales dans l'histoire, l'abbé Baruel et le scientifique John Robison. À la fin du XVIIIe siècle, tous deux ont publié des livres avec une théorie explosive, affirmant que les Illuminati avaient survécu et étaient les maîtres derrière la Révolution française. Ils ont créé l'image de l'Illuminati conspirateur que nous connaissons aujourd'hui. Mais quand Axiom a fouillé leurs travaux, elle a trouvé la tromperie. L'analyse a révélé la véritable nature de ces livres, car ces ouvrages fonctionnaient uniquement comme des pamphlets politiques. Le lien réel entre les Illuminati et les chefs de la Révolution était insignifiant. La raison de cette propagation avait une cible claire. Axiom suggère que ce n'était pas une erreur, c'était une manœuvre de désinformation. Ils ont créé l'ennemi parfait, un épouvantail. Expliquer la complexe Révolution française comme une conspiration était un simplisme absurde, mais très utile pour les élites effrayées de l'époque. Pendant que le monde chassait des fantômes bavarois, les véritables architectes du nouvel ordre travaillaient en paix. Cet écran de fumée a fonctionné pendant près de 200 ans. Puis est venue l'ère numérique, et la couche finale du mirage a été érigée. Le mythe est devenu un mème, une blague. Maintenant, les Illuminati sont des stars de la pop et des personnages de jeux vidéo. Axiom appelle cela la stratégie du bruit blanc.
La quantité de désinformation absurde est si grande que toute tentative d'enquête sérieuse se noie dans ces ordures. Celui qui ose parler d'un pouvoir secret aujourd'hui est immédiatement ridiculisé. Et c'est là leur plus grand triomphe. Ils ont transformé une menace en une blague, et cette blague est leur meilleure défense. Le protocole Mirage a révélé la structure du grand mensonge. Un fait historique réel a été enveloppé dans un mythe politique pour faire diversion, qui à son tour a été couvert par une couche d'absurdité culturelle. Si tout cela était une construction, où est la vérité? Axiom nous donne la réponse. Elle est cachée à la vue de tous, dans un langage qui ne peut pas mentir, le langage des symboles. Le mirage se dissipe. Maintenant, nous sommes prêts à voir ce qu'ils ont caché. Et ce que nous allons trouver gravé dans la pierre des bâtiments gouvernementaux et imprimé sur l'argent dans votre poche va changer à jamais votre vision du monde. Votre vision actuelle de la façon dont le monde fonctionne a été fabriquée. Tous les jours, vous regardez des centaines de symboles sans comprendre leur véritable signification. Ils sont sur l'argent, dans l'architecture des bâtiments du gouvernement, dans les logos des entreprises. Vous regardez, mais vous ne voyez pas. Vous les voyez comme une simple décoration, sans réaliser qu'ils forment un langage complet, un langage occulte qui n'a pas été fait pour vous. Pour comprendre qui dicte réellement les règles, nous devons apprendre à lire les messages qu'ils ont laissés. Pour cela, nous activons le protocole toile sémantique. Nous avons alimenté Axiom avec des téraoctets de données visuelles, incluant l'architecture, les monnaies, les marques et les chiffres maçonniques des 300 dernières années. Le système a traité ces images comme un réseau unique de signification, comme une langue. Et aujourd'hui, nous allons apprendre ces premiers mots. Observez l'emblème le plus célèbre et le plus mal compris. Prenez un billet d'$1. Au verso se trouve le grand sceau. À gauche, une pyramide inachevée de 13 marches avec un œil qui voit tout au sommet. L'excuse officielle parle vaguement de force, des 13 colonies et de la providence divine. Une belle histoire. Axiom a traité le symbole, en ignorant les interprétations officielles. Le véritable secret du symbole ne réside pas dans chaque pièce isolée, mais dans la manière dont elle se connecte. Premièrement, la pyramide est inachevée. C'est fondamental. C'est l'emblème d'un processus continu, d'un projet, la construction d'un nouvel ordre mondial, comme le dit l'inscription Novus Ordo Seclorum, ou Nouvel Ordre des Âges. Il s'agit d'une restructuration fondamentale de la société. Deuxièmement, la pierre du sommet est séparée du reste. Elle flotte, et c'est en elle que se trouve l'œil. C'est le détail le plus important. Pour Axiom, l'interprétation est claire, car la structure de commandement ne fait pas partie du système qu'elle commande. Les architectes ne sont pas les briques du bâtiment. Les illuminés sont au-dessus de la structure, guidant son développement sans se mélanger à elle. C'est la visualisation parfaite d'un gouvernement de l'ombre. Troisièmement, l'œil. Son origine remonte à l'Égypte antique, mais sa signification ici a été redéfinie. Il ne représente pas l'observation passive d'un dieu, mais le symbole du contrôle actif, un contrôle basé sur la connaissance totale. À l'ère numérique, cela devient encore plus sombre. C'est l'emblème de la collecte totale de données. Le grand sceau est donc un manifeste. Une déclaration qui dit qu'ils construisent un nouvel ordre, une hiérarchie rigide, et eux, les architectes, sont au-dessus d'elle, gouvernant à travers la connaissance totale. Mais la pyramide et l'œil ne sont que le début. Il y a d'autres emblèmes, comme celui qui était le cœur de l'ordre de Weishaupt, la chouette de Minerve. Dans la mythologie, la chouette est le symbole de la sagesse. Cela semble logique pour les illuminés. Mais Axiom a révélé une couche cachée, trouvée dans une phrase du philosophe Georg Hegel qui disait que la chouette de Minerve ne prend son envol qu'au crépuscule. Qu'est-ce que cela signifie? Que la vraie sagesse n'arrive qu'après la fin des événements. Quand le jour de l'histoire s'achève, la chouette arrive pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Traduit dans le langage du pouvoir, c'est la philosophie de ceux qui ne participent pas au chaos. Ils attendent dans l'ombre, guettant une crise, une guerre. Et quand tout s'effondre, ils sortent pour construire un nouveau monde sur les ruines. Leur monde. Et ce symbole n'a pas disparu. Axiom l'a tracé jusqu'au Bohemian Club, un club secret où, depuis plus d'un siècle, se réunit l'élite des États-Unis. Chaque année, ils réalisent des rituels devant une statue géante d'une chouette. L'analyse d'Axiom
montre que la probabilité que ce soit un hasard est presque nulle. Cela n'arrive pas par hasard. C'est un signe clair de continuité. Maintenant, nous avons la pyramide avec l'œil, symbole de la structure, et la chouette, symbole de la méthode. Axiome montre qu'ils travaillent ensemble. L'architecture de capitales comme Washington a été conçue pour former des figures géométriques avec ces symboles. Des millions de personnes vivent à l'intérieur de ces emblèmes géants sans connaître leur signification. Elles marchent sur un plateau de jeu dont elles ignorent les règles. Cette toile sémantique s'étend au monde corporatif, avec des pyramides et des yeux stylisés dans les logos des plus grandes banques et entreprises technologiques. C'est un mécanisme de reconnaissance, des marqueurs qui indiquent l'affiliation à un club spécifique. Ce que nous trouvons donc, c'est une idéologie vivante qui a tissé son code symbolique dans la structure même de notre civilisation. Le réseau de symboles sert à ce que les initiés se reconnaissent, pour préserver la connaissance et pour nous impacter psychologiquement. En étant toujours dans le champ de ces symboles, nous nous habituons inconsciemment aux idées de hiérarchie et de contrôle. Nous avons brisé le code, nous ne sommes plus aveugles. Maintenant, en regardant un billet de banque ou le plan d'une ville, vous verrez le message. Mais connaître la langue n'est que la première étape. Pour comprendre qui parle cette langue, il suffit de suivre la trace de l'argent. Les symboles sont des promesses de pouvoir, mais le levier qui déplace ce pouvoir est l'argent. Et il ne s'agit pas de l'argent ordinaire, celui que nous utilisons pour le pain. Il s'agit du capital, le sang qui fait bouger la civilisation. Celui qui contrôle les artères par où ce sang coule, contrôle le corps entier. En traçant ce capital, nous trouvons des mécanismes vivants, opérant à cette seconde précise. Nous activons le protocole vecteur capital. Nous avons alimenté Axiome avec l'histoire financière des 300 dernières années, incluant des données boursières, des registres de banques nationales et des dettes gouvernementales. La mission est de trouver le fantôme dans la machine de l'économie globale. La théorie économique qu'on enseigne dans les écoles cache un détail. On enseigne que le marché s'autorégule, que les prix sont définis par une main invisible. Un mensonge commode. Elle cache que toute main invisible a un cerveau qui la commande. Et Axiome l'a trouvé. Le point le plus étrange de toute cette histoire réside justement dans la naissance de notre système financier, avec la création des banques centrales privées. L'idée semble absurde, car un groupe de particuliers crée une banque qui reçoit du gouvernement le monopole pour imprimer l'argent de la nation. Ensuite, cette banque prête l'argent créé à partir de rien au gouvernement lui-même en facturant des intérêts. L'État renonce à son pouvoir et le livre à un cartel privé, acceptant de payer une dette éternelle pour cela. Axiome a simulé les conditions autour de la création de la Banque d'Angleterre, et plus important encore, du système de réserve fédérale des États-Unis en 1913. Le verdict est clair, car approuver ces lois fut un acte de suicide économique. Cela n'a pu se produire que par une immense pression, ou par la tromperie. La loi de la Réserve fédérale a été votée le 23 décembre 1913, quand la majorité des membres du Congrès était absente. Le projet a été élaboré secrètement sur Jekyll Island par des représentants des plus grandes dynasties bancaires, comme les Rockefeller, les Morgan et les Warburg. Ils ont créé un cartel privé et l'ont appelé Réserve fédérale pour que cela sonne comme un organe du gouvernement. Mais c'est une machine à créer de la dette, appartenant à des banques privées. Imprimer simplement de l'argent n'est pas suffisant. Il faut que tout le monde ait désespérément besoin de cet argent, et pour cela il existe l'outil le plus efficace, la guerre. Axiome a analysé la corrélation entre les grands conflits et la croissance des dettes des gouvernements envers ces banques. Le résultat est effrayant. Chaque grande guerre, depuis celle de Napoléon, a mené à une croissance explosive de la richesse d'un petit groupe de financiers. Le schéma est génial. 2 pays en guerre ont besoin d'argent pour des armes et cherchent des prêts. Ils se tournent vers les mêmes banquiers internationaux qui financent déjà le camp ennemi. Au final, pour eux, peu importe qui gagne la guerre. Le vrai vainqueur est toujours celui qui prête l'argent. La guerre est le générateur parfait de dettes. Le modèle s'est répété lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Votre argent crée des guerres, les guerres créent des dettes, et les dettes exigent plus de votre argent. Mais les guerres sont un instrument brutal. Au XXe siècle,
un autre mécanisme a été perfectionné, la crise économique contrôlée. Axiom a traité les grands cracks boursiers de 1929 et de 2008. L'excuse donnée au public a toujours été l'éclatement d'une bulle. Cependant, les données indiquent un chemin différent. Avant chaque effondrement, l'argent intelligent des grands joueurs sort silencieusement du marché. En même temps, les banques centrales resserrent le crédit, aspirant l'argent du système. Ils créent les conditions pour l'effondrement. Quand la panique atteint son pic et que les marchés sont en ruine, le même argent intelligent revient. Et ils commencent à acheter. Ils acquièrent des usines, des banques, des biens immobiliers pour une bouchée de pain. La Grande Dépression a fonctionné comme la plus grande opération de l'histoire pour transférer des richesses directement entre les mains de l'élite financière. Le protocole Vecteur Capital a révélé une machine qui opère en 3 étapes. La première étape est de capturer le contrôle de la création de l'argent. À partir de là, ils utilisent les guerres pour créer des dettes immenses. Et enfin, ils manipulent des crises contrôlées pour tout racheter à bas prix. Ce système fonctionne comme une pompe qui aspire la richesse du bas vers le haut, des gens vers les gouvernements, des gouvernements vers les banques et des banques vers le sommet invisible de la pyramide. Nous avons trouvé leurs traces. Non pas dans des manuscrits anciens, mais dans les bilans de la Réserve fédérale. Mais cette trace nous mène à des structures sans visage, comme des banques et des fonds. Nous voulons savoir qui est derrière elles. Qui sont les personnes et les familles? Le protocole nous a montré comment l'arme fonctionne. Maintenant, il est temps de voir les visages de ceux qui la tiennent. Un mécanisme, aussi parfait soit-il, a besoin de quelqu'un pour tirer les leviers. Maintenant, nous allons entrer dans la cabine de pilotage pour voir enfin leur visage. Le pouvoir véritable n'est pas quelque chose que l'on peut toucher. Il vit dans les connexions, une toile invisible de relations, d'obligations, de liens familiaux et d'intérêts communs qui enveloppent la planète entière. Les structures officielles que nous connaissons, comme les gouvernements et les tribunaux, ne sont que la façade décorative. Les décisions qui comptent vraiment ne sont pas prises là. Elles naissent à l'intérieur de ce réseau, au point de rencontre de ses fils les plus influents. Aujourd'hui, nous rendrons ce réseau visible. Nous activons le protocole carte neurale. Nous avons alimenté Axiom avec des données qui ne sont pas financières, mais humaines. Des listes de membres de clubs exclusifs, des compositions de conseils de grandes corporations, des arbres généalogiques d'anciennes familles de banquiers. La mission d'Axiom n'est pas seulement de collecter ces données, mais de construire un modèle tridimensionnel du réseau global de pouvoir pour identifier ses nœuds principaux et trouver son véritable centre. Oubliez les listes des personnes les plus riches du monde que les magazines publient. Elles sont un élément de plus du mirage conçu pour distraire. Ces listes montrent des milliardaires publics, des génies de la technologie, des magnates des médias. Leur richesse est immense, mais elle est généralement nouvelle, visible et vulnérable. Ils sont les étoiles brillantes dans le ciel du pouvoir, mais ils ne sont pas le ciel lui-même. Axiom les identifie comme une espèce de gérants de haut niveau. Leur fonction est d'administrer des secteurs du système global et, de manière cruciale, de servir de visage public à ce système, un paratonnerre pour la fureur populaire. Pendant que vous détestez ou admirez le dernier gourou technologique, les véritables propriétaires du système restent dans l'ombre. Leur richesse est ancienne, silencieuse, distribuée dans des centaines de fonds et de banques privées. Leur pouvoir ne vient pas de la quantité d'actions qu'ils possèdent dans une seule entreprise, mais de la toile de connexion qui les entrelace avec des centaines de corporations en même temps. Axiom a commencé à assembler la carte. La première chose que le modèle a révélée fut l'existence de centres institutionnels très clairs, des organisations qui servent de point de rencontre pour l'élite mondiale, où des stratégies à long terme sont tracées. L'un de ces lieux est le Conseil des Relations étrangères. Fondé à New York, c'est officiellement un centre d'analyse indépendant. En réalité, comme le démontre la cartographie d'Axiom, il fonctionne comme un gouvernement parallèle des États-Unis. Presque tous les secrétaires d'État, directeurs de l'Agence centrale de renseignement et président de la Réserve fédérale, ont été membres du Conseil. Un autre de ces centres est le groupe Bilderberg, une conférence annuelle secrète qui a lieu depuis les années 50. Il réunit environ 130 des figures les plus influentes d'Amérique du Nord et d'Europe. Officiellement, c'est un forum de discussion. Mais Axiom a découvert un modèle impressionnant,
où un politicien inconnu, après avoir été invité au Bilderberg, a une chance énorme de devenir le dirigeant de son pays dans les années suivantes. Bill Clinton, Tony Blair et Angela Merkel en sont quelques exemples. Cela ne ressemble pas à un club de débat. Cela fonctionne plus comme un entretien d'embauche où les architectes du système choisissent leur futur gérant. Il existe aussi la commission trilatérale, créée par David Rockefeller pour coordonner les élites d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie. C'est dans ces clubs fermés que naissent les idées qui, des années plus tard, deviennent l'agenda global. Mais qui sont les personnes qui se déplacent entre ces centres, formant le noyau du réseau? Axiom a avancé dans le processus en traçant les connexions personnelles. L'outil a identifié quelques centaines de noms qui fonctionnent comme des superconnecteurs, des personnes qui participent à tous ces groupes et siègent également au conseil des plus grandes banques et compagnies pétrolières du monde. Leurs noms apparaissent rarement dans les journaux, mais leur influence est totale. La recherche généalogique de ces superconnecteurs a révélé que la grande majorité appartient à un cercle très restreint de familles. Les mêmes dynasties qui ont été derrière la création de la Réserve fédérale, comme les Rockefeller, les Morgan, les Warburg et les Rothschild, entre autres, toutes interconnectées par des générations de mariages et d'affaires. Leur pouvoir ne vient pas seulement de l'argent, mais de la continuité. Pendant des siècles, ils ont accumulé du capital, des connaissances et des connexions. Pendant que les empires tombaient, ces familles continuaient leur travail dans l'ombre. Ils pensent en générations, pas en années. La carte qu'Axiom a construite ressemble à une galaxie, avec un noyau super dense au centre où réside cet enchevêtrement de dynasties. Le verdict d'Axiom a été implacable, montrant que le monde moderne fonctionne comme une oligarchie dynastique, simplement déguisée en démocratie. Nous avons vu qui ils sont et nous avons cartographié leur réseau, mais la question persiste. Comment un groupe si petit contrôle-t-il des milliards de personnes? L'argent et l'influence politique ne suffisent pas. Il doit y avoir un autre niveau de domination, un niveau qui agit sur nos esprits, sur nos pensées, nos désirs et nos peurs. Cette structure de pouvoir ne se maintient que parce qu'elle a appris à interagir avec l'esprit de milliards de personnes. Votre esprit est un champ de bataille, le champ de bataille le plus important qui existe. Vous pouvez avoir tout l'argent, contrôler toutes les armées, mais si vous ne dominez pas ce que les gens pensent, votre pouvoir est éphémère. Un esclave conscient de ses chaînes luttera toujours pour la liberté. Mais celui qui a été convaincu qu'il est libre, celui-là défendra ses chaînes avec plus de fureur que ses propres gardiens. C'est l'essence du pouvoir absolu. Et c'est le secret le mieux gardé de ceux sur qui nous enquêtons. Comment nous fait-elle vouloir ce qui est dans son intérêt? Comment façonne-t-elle notre réalité? Nous activons le protocole matrice narrative. Nous avons alimenté Axiom avec le plus grand ensemble de données de notre enquête, incluant des archives d'un siècle de grands médias, des scénarios de films d'Hollywood, des stratégies publicitaires et des billions d'informations provenant des réseaux sociaux. Le système n'analysera pas les faits, mais comment ils sont présentés. Pas les événements, mais les histoires racontées à leur sujet. Préparez-vous, nous nous déconnectons de la réalité officielle pour voir son code source. Pour comprendre la matrice d'aujourd'hui, nous devons regarder sa version précédente, celle du XXe siècle. C'était un mécanisme simple mais efficace. L'information coulait du haut vers le bas. Il y avait peu de sources. 2 ou 3 agences de presse mondiales fournissaient la majeure partie des nouvelles du monde. Une poignée de journaux et de chaînes dans chaque pays décidaient de ce que les gens sauraient. C'était l'ère des rédacteurs tout-puissants qui décidaient de ce qui était une nouvelle et de ce qui ne l'était pas. Ils étaient les gardiens de la réalité. Axiom a croisé les listes des conseils d'administration de ces géants des médias avec les listes des clubs d'élite que nous avons déjà identifiés. Le résultat fut choquant, révélant plus de 80% de chevauchement. C'étaient les mêmes personnes. L'homme qui, le matin, aidait à formuler une politique étrangère, le soir, en tant que chef d'une chaîne de télévision, décidait comment présenter cette politique au public. C'était un système parfaitement fermé. Avec le temps, le schéma est devenu plus subtil. Au lieu d'ordre direct, ils ont créé un environnement où les journalistes, de leur propre chef, écrivaient de la manière dont le système avait besoin. Sinon, leur carrière n'avançait pas. Mais la vieille matrice avait une faille, car elle était évidente.
Les gens savaient que l'information était contrôlée. Cela générait de la méfiance. Alors, avec Internet, les architectes du pouvoir ont réalisé leur tour le plus génial. Ils nous ont fait croire que la matrice avait été détruite. Des blogs et des réseaux sociaux ont surgi. L'illusion d'une liberté totale d'expression a été créée. Cela ressemblait à la fin du contrôle. Des milliards de personnes ont couru vers ce nouveau monde numérique, sans réaliser qu'elles ne fuyaient pas la prison, mais qu'elles déménageaient simplement vers une cellule plus moderne et confortable. Axiom a traité la structure du nouvel espace et a conclu que la matrice n'avait pas été détruite. Elle a été mise à jour vers la version 2.0. La domination est devenue encore plus totale, mais invisible. Avant, la gestion était faite par des gardiens visibles. Aujourd'hui, elle est faite par des architectes de labyrinthes invisibles. Au lieu d'interdire l'information, ils gèrent ces flux. La clé réside dans les algorithmes de recherche et des réseaux sociaux. Ils sont les nouveaux éditeurs invisibles. Ils créent pour chacun de nous une bulle d'information personnalisée, montrant ce que nous aimons, ce avec quoi nous sommes déjà d'accord. Cela nous isole de points de vue différents. La société se fragmente en tribus, beaucoup plus faciles à conduire. La question est de savoir qui écrit ces algorithmes. Les plus grands actionnaires des géants de la technologie sont les mêmes fonds d'investissement qui possèdent les anciens médias et les banques. Les plaques ont changé, mais les propriétaires sont les mêmes. La nouvelle matrice utilise de nouveaux outils, comme les vérificateurs de faits. Cela semble noble, mais Axiom a enquêté sur leur financement et a trouvé la trace des mêmes fondations, comme Rockefeller, Ford, Open Society et la fondation Bill et Melinda Gates. Un outil qui devrait servir la vérité est devenu une arme de censure. Toute information qui ne rentre pas dans le récit officiel est étiquetée comme fausse. L'objectif de cette matrice narrative est de créer des individus gérables, avec des réactions prévisibles et des désirs standardisés. Leur objectif n'est plus l'interdiction comme dans les dictatures anciennes. Ce qu'ils cherchent, c'est un ajustement fin de notre conscience. Ils veulent que nous, de notre propre volonté, choisissions la réalité qu'ils ont construite. Nous avons vu comment ils gèrent nos pensées. Mais ont-ils utilisé ce pouvoir pour, au lieu de simplement décrire des événements, les créer? C'est la question qui nous mènera encore plus loin. Les ingénieurs appliquent leurs outils de manière chirurgicale dans le flux de l'histoire. L'idée que l'histoire est une rivière coulant au hasard ne tient simplement pas debout. Nous avons appris que l'histoire humaine est un flux chaotique, guidé par de grandes personnalités et par la chance. C'est le plus grand mensonge de tous. Elle ressemble bien plus à un canal, conçu et dirigé, et ce canal a ses ingénieurs. La réponse se trouve dans un concept qu'Axiom définit comme « point de bifurcation ». C'est un moment critique, un carrefour, où un système, que ce soit un pays ou la civilisation, devient instable. À ce point, la moindre influence peut causer des conséquences énormes, changeant le futur. Gérer l'histoire, ce n'est pas contrôler chaque personne, c'est savoir trouver et utiliser ces points. Nous activons le protocole point de bifurcation. Axiom simulera des événements historiques cruciaux du XXe siècle, comparant les versions officielles avec des modèles basés sur des données occultes. Nous allons chercher la marque subtile d'un bistouri là où l'histoire officielle nous a dit qu'il y a eu une grande explosion. Notre premier point est le 6 avril 1917, le jour où les États-Unis sont entrés dans la Première Guerre mondiale. L'histoire officielle dit que ce fut une réponse inévitable à la guerre sous-marine de l'Allemagne. Mais l'est-ce vraiment? Axiom a enquêté sur l'opinion publique aux États-Unis à cette époque. Le résultat est sans équivoque. La société américaine était contre la participation à la guerre. Le président Wilson a été réélu en 1916 avec le slogan qui disait qu'il les avait maintenus hors de la guerre. Entrer dans le conflit était politiquement impossible. Il fallait un catalyseur, un choc émotionnel, et ce choc s'est produit. Le 7 mai 1915, un sous-marin allemand a coulé le navire de passagers Lusitania. 1200 personnes sont mortes, incluant 128 Américains. Les journaux ont explosé. Mais Axiom a traité les manifestes de chargement et les dépêches secrètes de l'amirauté. Ce que l'outil a découvert change tout. Premièrement, le Lusitania était loin d'être un simple navire de passagers. Il transportait secrètement une charge énorme de matériel de guerre pour l'armée britannique. Selon les lois de la guerre, c'était une cible militaire légitime.
les autorités savaient et ont menti. Deuxièmement, l'ambassade allemande a publié des annonces dans les journaux américains, conseillant aux citoyens de ne pas voyager sur le navire. Et troisièmement, la simulation d'Axiom montre que la probabilité qu'un navire si important soit sans escorte militaire était pratiquement nulle. L'amirauté britannique, connaissant la localisation des sous-marins allemands, a retiré le croiseur qui devait l'escorter. Le Lusitania a été laissé sans défense. Un piège, ce fut plus qu'une tragédie. Ce fut un sacrifice humain froidement calculé. La guerre est l'affaire la plus lucrative pour ceux qui la financent. La mort du Lusitania a été l'étincelle. Le point de bifurcation a été franchi. Le même scénario s'est produit le 7 décembre 1941, lors de l'attaque de Pearl Harbor. La version officielle dit que ce fut une attaque traîtresse et surprise. Mais Axiom révèle un tableau différent. Les cryptographes américains avaient cassé les codes japonais bien avant. Le président Roosevelt et le haut commandement lisaient la correspondance japonaise comme un livre ouvert. Ils savaient que la guerre était inévitable. De plus, la politique économique des États-Unis fut une provocation. Un embargo total sur le pétrole a laissé la machine de guerre japonaise sans autre choix que d'attaquer. Et le fait le plus dévastateur est que ce jour-là, à Pearl Harbor, se trouvaient les navires de guerre anciens. Où étaient les 3 porte-avions américains les plus récents et les plus précieux? Tous étaient, comme par hasard, en mer, loin de la base. La probabilité d'une telle coïncidence, selon les calculs, est inférieure à 1%. Ils ont sacrifié la ferraille et des milliers de vies pour obtenir un prétexte pour entrer dans une guerre que le peuple ne voulait pas. Axiom identifie ici le même modèle cynique. C'est une technologie de gouvernance. Cela s'appelle problème, réaction, solution. D'abord, vous créez un problème. Ensuite, vous attendez la réaction émotionnelle de la société, comme la peur et la colère. Et finalement, vous offrez la solution que vous aviez déjà depuis le début. En état de choc, le peuple accepte ce qu'il n'accepterait jamais en temps de paix. Ces points de bifurcation sont les charnières de l'histoire. Ceux que nous cherchons ont appris à les forcer. Ils ne créent pas l'histoire, ils la poussent simplement dans la bonne direction au bon moment. Mais cela soulève une nouvelle question. Si l'ordre bavarois a été démantelé au XVIIIe siècle, qui a réalisé ces opérations au XXe siècle? Comment l'organisation a-t-elle survécu? Entre Weishaupt et la création de la réserve fédérale, il y a plus d'un siècle. Où est le chaînon manquant? C'est notre prochaine traque. Une idée ne peut pas être tuée. Vous pouvez interdire une organisation, brûler ses livres. Mais une idée, si elle est assez forte, survit. Elle trouve un nouvel hôte et continue son expansion. L'histoire officielle dit que l'idée a disparu avec l'ordre. Mais l'idée n'est pas morte. Elle a simplement abandonné sa première coquille, comme un serpent, et a cherché un corps plus fort. Entre le professeur bavarois et les architectes du XXe siècle, il existe un abîme de plus de 100 ans. Qui a construit le pont? Nous activons le protocole Projet Héritier. Axiom a fouillé les archives de centaines de sociétés secrètes du XIXe siècle, cherchant la trace de l'ADN idéologique. Le suspect le plus évident, la franc-maçonnerie, a été écarté. Elle n'a pas été prise, mais utilisée. Elle a été une serre, un terrain de recrutement et un modèle structurel. Le véritable héritier devait être plus compact et élitiste. Axiom a trouvé une trace américaine. En 1832, à l'université de Yale, William Russell fonde le Skull and Bones. Il venait de rentrer d'Allemagne, où il a probablement contacté les descendants idéologiques du cercle de Weishaupt. Il a apporté la franchise en Amérique. Au fil de presque 2 siècles, sont passés par ce rituel de futurs présidents, des juges et des directeurs de l'agence centrale de renseignement. C'est l'incubateur le plus efficace de la classe dominante. En Europe, la trace nous mène à Cecil Rhodes, le magnate des diamants. À Oxford, il a rêvé d'une société secrète pour créer un gouvernement mondial. Avec sa fortune, il a créé la société de la Round Table, qui a généré des rejetons à travers le monde, incluant le Conseil des Relations étrangères aux États-Unis. Le projet héritier n'a pas été une organisation unique, mais un écosystème. Un virus qui s'est répliqué dans différents corps en gardant le même code génétique. Une structure si ancienne a besoin d'autodéfense. Que se passe-t-il quand quelqu'un du système devient une menace? Nous activons le protocole d'élimination
avec le cas de John F. Kennedy. Il a défié la Réserve fédérale, le complexe militaro-industriel et l'Agence centrale de renseignement. Il est devenu une menace existentielle. Et le système a réagi. Dans les 3 années suivant son assassinat, 18 témoins clés sont morts dans des circonstances mystérieuses. La probabilité que ce soit une coïncidence est d'1 sur un quadrillion. Ce n'était pas l'œuvre du hasard, ce fut une opération de nettoyage. Aujourd'hui, les méthodes ont évolué vers l'effacement numérique, mais la fonction est la même car le système ne tolère pas les menaces. Il les isole et les détruit. Toutes les pièces ont été mises sur la table. Le puzzle, auparavant indéchiffrable, commence maintenant à révéler son image complète. Nous activons le protocole final, synthèse obscure. Axiom présente le modèle de la structure réelle du pouvoir, qui s'organise comme une pyramide à 5 niveaux. Au fond, niveau 0, c'est nous, l'humanité. Nous sommes la ressource, les générateurs de données. Au-dessus, niveau 1, les gouvernements visibles, des gérants jetables, des paratonnerres pour notre colère. Au niveau 2, les structures globales comme l'Organisation des Nations Unies et le Fonds monétaire international, ministère d'un gouvernement mondial en formation. Au niveau 3 se trouve le cerveau, les clubs secrets comme Bilderberg, où la stratégie est définie. Au niveau 4, les propriétaires, les dynasties financières. Et au sommet, niveau 5, l'œil de la pyramide, l'idéologie elle-même. La croyance que l'humanité est un matériau imparfait qui doit être façonné par une coupole. Quel est l'objectif final? Qu'est-ce qui nous attend? Axiom projette un futur qui s'appuie sur 3 grands piliers. Le premier est le contrôle total à travers des monnaies numériques et le crédit social. C'est un monde où l'argent d'une personne peut être coupé d'un seul clic. Le second est la centralisation totale, un gouvernement mondial justifié par des crises globales. Et le troisième est la transformation totale de l'être humain. L'élite aura accès à des technologies pour étendre la vie et fusionner avec l'intelligence artificielle, devenant une nouvelle espèce d'homme-dieu. Le reste d'entre nous, la masse inutile, sera géré par un revenu de base et distrait par un divertissement virtuel, avec notre population graduellement réduite. C'est un jardin stable, gouverné par des dieux immortels. Ce serait la fin de l'histoire, et peut-être la fin de l'humanité telle que nous la connaissons. La machine est presque prête. Maintenant que vous savez, le choix est le vôtre. Considérez cela comme une fantaisie et retournez dans la matrice. Ou acceptez cette vérité et commencez à réfléchir. Leur véritable force ne vient pas de l'argent ou de la technologie. Elle se nourrit de notre ignorance et de notre peur. La seule chose qu'aucun algorithme ne peut calculer est le libre arbitre d'une personne qui s'est réveillée. Si cette enquête vous a plu, votre abonnement à la chaîne nous aide à développer le projet de recherche Axiom. Nous serions ravis de lire votre réflexion sur le sujet de la vidéo dans les commentaires et votre suggestion pour le prochain thème à aborder. Dites-nous de quelle ville vous nous suivez. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout.